on a eu le soutien des paysans du village, une partie des paysans, pour nous aider à nettoyer le site et à construire. Et donc ça, au-delà du biotope, du climat pour les champignons, c'est aussi beaucoup les gens, la manière dont on a été accueillis, la manière dont on s'est fait aider, fait que sans les paysans de Saint-Julien, mais sans que des personnages comme le maire qui était derrière nous, on n'aurait jamais réussi. Vous avez vraiment été accueillis et soutenus. Et oui, nous avec mon frère, voilà, on n'avait jamais fait de béton, on n'avait jamais touché une machine de nos vies. Enfin, voilà, on est des urbains qui ne savent pas faire grand-chose de leurs mains au final, quoi. Oui, les paysans, au début, les champignons trouvaient ça drôle, mais quasiment tous ceux avec qui on en parlait, ils disaient c'est pas idiot. Oui, effectivement, il y a sûrement un marché. Enfin, voilà, donc un truc à la fois rigolo, d'où est-ce qu'il sort, une mise à l'épreuve aussi. Il fallait qu'on fasse nos preuves. Et ici, on sait que voilà, la force de travail est un élément important pour s'intégrer, de montrer voilà, que on est sur un territoire de moyenne montagne. Saint-Julien, c'est vraiment un village d'éleveurs, donc il y a la place du labeur, elle est importante. C'est des paysans qui ont des métiers très très durs, très rudes, en proie avec un climat qui est quand même assez extrême par ailleurs, très chaud en été, assez froid en hiver. Donc je dirais que c'était un peu le bon endroit pour le faire, aussi par les habitants qui peuplent cette vallée et l'ouverture d'esprit qu'il peut y avoir. Et voilà, l'idée de faire un peu un projet ensemble. Et puis c'est vrai qu'on s'est retrouvés à Noël en famille. Et puis ma mère, on est 3 frères, quoi. C'est 3 fils au chômage. S'est dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai raté pour qu'on en arrive là. Il a dit t'inquiète, on va trouver une idée, on va faire des champis. Mon frère avait vu la champignonnière qu'on a fait. Il avait vu un peu ce modèle en Californie. Du coup, il est retourné en Californie se former pendant 5 mois quasiment. Il a tenu une champignonnière. Donc là-bas, il a vraiment tout appris. Et puis nous, on est allé visiter des champignonnières en France. Et on s'est aperçu voilà, que c'est un milieu qui en dit long sur l'histoire des 30-50 dernières années. C'est un secteur qui s'est effondré. La France était un des plus gros producteurs de champignons au monde. C'était pas le premier dans les années 70. Puis avec les mondialisations, voilà, ça s'est complètement cassé la gueule. Ça reste un gros producteur, mais entre-temps, voilà, il y a bien sûr la Chine, les États-Unis, mais en Europe aussi la Pologne, les Pays-Bas. Alors le champignon de Paris, c'est un champignon de couche et ça pousse dans un mélange de terre et de crottin de cheval. D'où le champignon de Paris. Les enfants faisaient tomber le crottin de cheval dans les caves des immeubles parisiens, on mélangeait ça avec la terre, on ensemençait et on avait du champignon de Paris. Ce qui demande beaucoup de manutention, un certain savoir-faire bien sûr, mais disons que c'est des volumes à travailler tout de suite assez importants. Et puis aujourd'hui, avec la concurrence des pays de l'Est, avec des SMIC 2 fois inférieurs à chez nous, ou alors les débuts de la mécanisation par les Hollandais, c'est dur d'être compétitif. Ça, c'est 80% des champignons dans le monde, en termes de consommation et donc de production. Et après, il y a 20%, on appelle champignons exotiques, qui sont principalement donc, les shiitake, pour l'immense majorité de ces 20%. Donc le shiitake, c'est le lantin du chêne, c'est un champignon très populaire en Asie, qui commence à être bien consommé, très consommé aux États-Unis et de plus en plus en Europe, qui est un champignon très puissant, très charnu, fibreux, qui contient vraiment énormément de bonnes choses, de la vitamine D, de la lancinane, enfin voilà. Et le goût, ça a la saveur umami, qui est la 5e saveur, qu'on connaît moins en Europe, mais voilà, après le sucré, le salé, l'acide, la mer, umami, qui a une saveur, comment dire, qu'on peut connaître dans le parmesan par exemple, dans les tomates, voilà, une saveur assez prononcée, surtout en 2e, 3e bouche, quoi. Voilà, et puis après, comme autre champignon, on a le pleurote, donc pour le goût qu'on connaît bien en Europe. Voilà un peu, et ces champignons, ils ont la particularité d'être des champignons linicoles, ils mangent du bois. Donc nous, on va leur composer un substrat non pas de crottin de cheval et de terre comme pour le champignon de couche, mais de cire de bois. La pleurote, ça marche aussi sur la paille. Et donc voilà, ça permet de manipuler quelque chose qui est plus fluide, qui est plus léger que la terre et le crottin, qui est plus facile à mélanger avec de l'eau. Nous, on amende avec d'autres composants qu'on va récupérer dans des fermes dans le Diois, du son de blé par exemple, du tourteau de colza, pour compléter un peu l'aliment de notre champignon. Les champignons sont naturellement quasiment tous, certains plus que d'autres, des bons stimulants des défenses immunitaires de base. Il n'y a rien de mauvais dans le champignon, il n'y a que des bonnes choses et ils ont cette propriété-là. Après, selon les variétés, il y en a qui vont permettre de lutter contre l'hypertension artérielle. On a un champignon, l'hydne hérisson, champignon rigolo,
qui s'avère être un très bon stimulant neuronal, donc qui est de plus en plus prescrit en préventif sur les maladies comme Alzheimer ou Parkinson, neurodégénératives. Ça, il y a le marché aussi végétarien. Le shiitake, c'est un champignon qui suffit en soi, hein. On n'est pas sur du champignon d'accompagnement. On peut le manger avec des épinards, ça fait un plat complet, quoi. Il n'y a pas besoin. On est moins sur le traditionnel champignon qui sert de sauce pour aller avec le poulet, quoi. Mais voilà, si dans 10 ans on a réussi à faire émerger la consommation de champignons médicinaux sous forme préventive et contribuer à une modeste part à faire baisser les maladies cardiovasculaires et les maladies du siècle, les maladies d'Occident, on sera super fiers. Voilà, nous on a l'héritage de Pasteur, de Curie, donc une médecine qui allait très très loin et qui a été formidable sur le curatif. La France c'est quand même le pays de ça, et donc du coup on a un système qui se rééquilibre tout doucement vers du préventif pour avoir vraiment les deux. Parce que notamment sur la question des maladies chroniques, comme aujourd'hui elles sont très dures à soigner, le meilleur moyen de ne pas avoir à les soigner, c'est de ne pas les avoir, quoi. Donc on voit bien que les maladies chroniques, c'est un mode de vie, c'est voilà, les cancers hormonodépendants, voilà, on commence à savoir d'où tout ça vient, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à changer dans notre vie de tous les jours et notamment l'alimentation.